Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire Better destiné aux freelances. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient souvent sur les débats que je peux avoir avec les freelances. C'est le sujet de la gestion de projet. Alors, la gestion de projet, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour justement pour faire de la gestion de projet quelque chose d'efficace et surtout quelque chose de satisfaisant dans nos projets. On va commencer par un petit constat sur le sujet du jour. Donc, les freelances et la gestion de projet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe sur ce sujet-là en particulier, c'est que n'importe quel freelance va reconnaître la valeur du cadre de la gestion de projet. Par contre, quand on parle d'appliquer ce cadre, de le définir, de le maintenir, et puis ensuite d'insuffler une dynamique là-dedans, ou en tout cas de le faire vivre, de l'animer, etc., là, on est complètement dans un autre registre, et assez naturellement, il y a beaucoup moins de monde. Moi, j'identifie 3 raisons à ça. C'est que dans un premier temps, la gestion de projet, c'est chiant, en fait. Pourquoi? Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, mais pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de freelances, c'est considéré comme chiant parce que, c'est une fonction qui n'est pas forcément valorisée, dans les agences non plus, d'ailleurs, enfin, plus ou moins. C'est surtout une fonction qu'on n'apprend pas, donc c'est quelque chose où on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas vraiment comment faire. Et il y a aussi le fait que la gestion de projet, assez souvent, est liée à un rôle de passe-plat. Souvent, le chef de projet, c'est un peu le ou la chef de projet, c'est la personne derrière laquelle on peut un peu se cacher, on peut un peu se protéger, on peut faire passer les messages. C'est aussi la personne qui va s'occuper de gérer les conflits ou de gérer les situations difficiles avec le client sur un projet. Et ça, assez souvent, les freelances, ils n'aiment pas le faire. Donc, autant ne pas le faire. La deuxième difficulté des freelances avec la gestion de projet, c'est le mélange des rôles. Assez souvent, quand un ou une freelance travaille seul sur un projet, en fait, il va y avoir à la fois du conseil, à la fois du conseil, de la production et de la gestion. Donc, on est un petit peu à cheval entre différents rôles. Et ce qui devient compliqué, c'est que parfois, en fait, ces rôles peuvent entrer en compétition, un petit peu en opposition les uns avec les autres. Et du coup, changer de rôle et changer de masque au fur et à mesure des moments d'un projet, ce n'est pas toujours évident. Le troisième point, c'est que la gestion de projet elle est identifiée comme étant une tâche qui est hyper chronophage, en fait. On perçoit souvent le temps qu'on perd dedans, entre guillemets. Mais ça, c'est pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, on a l'impression que c'est hyper chronophage parce qu'au final, on a une organisation qui est très, très mauvaise. On a aussi l'impression que c'est chronophage parce qu'on n'a pas une vision hyper claire de ce qu'on a à gagner. Et on a aussi une vision qui est chronophage, enfin, une vision de la gestion de projet comme quelque chose de chronophage. Pourquoi? Parce qu'en fait, la production, c'est beaucoup plus marrant, tout simplement. Donc voilà, pourtant, la gestion de projet, en fait, aujourd'hui, sur n'importe quel projet, que ce soit identité, web, même photo ou dans tous les métiers qu'on pratique, en fait, elle est hyper stratégique pour 2 raisons. C'est que, qu'on le veuille ou pas, dans un premier temps, elle est toujours incluse dans nos prestations, tout simplement parce qu'à partir du moment où on fait une présentation, c'est de la gestion de projet, en fait. Donc, qu'on le veuille ou pas, on va en faire. Et aussi, si on décide de ne pas en faire, on va récolter les fruits de ne pas en faire. Le deuxième point, c'est qu'elle est toujours incluse parce que, en tout cas pour moi, je considère que la gestion de projet, elle est proche de ce qu'on appelle assez souvent le devoir de conseil, en fait. Livrer quelque chose sans gestion de projet, sans accompagnement, je ne considère pas que ce soit une approche très mature ou en tout cas très professionnelle. Le dernier point, elle est toujours incluse. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'expert, en fait, c'est vous. C'est pas votre client. Donc, c'est l'expert qui donne le cadre, c'est l'expert qui donne le rythme, etc. C'est pas à votre client d'acheter l'expertise d'un professionnel sur un sujet X et de devoir manager et accompagner ce professionnel dans la gestion de projet. C'est pas du tout le travail de nos clients.
La deuxième raison pour laquelle la gestion de projet, en fait, elle est cruciale, c'est que, et assez souvent, on le voit peu parce que les freelances ont tendance à rester enfermés dans le, dans cette espèce de multimasque qui s'oppose, plus dans le fait qu'on est dans le projet. Et en fait, quand on observe la gestion de projet d'un petit peu plus loin, on se rend compte qu'elle fait partie de la relation client et qu'elle est hyper importante parce que déjà, cadrer un projet correctement et dynamiser un projet correctement, ça montre à votre client en fait que vous êtes impliqué dans son projet et que vous êtes impliqué dans la réussite de son projet surtout. Et aussi parce que si on y regarde de plus près et si on écoute un petit peu ce que nos clients nous racontent, assez souvent quand nos clients nous parlent d'expériences passées qu'ils ont eues avec d'autres freelances ou d'autres agences, la majorité des frustrations, je pense qu'on peut avancer 95%, des frustrations, ça concerne rarement la production. Par contre, ça concerne le relationnel. Ils disaient toujours non, c'était pas cadré, c'est pas ci, c'est pas ça. Voilà, les plaintes sur ce qui est livré, soit elles découlent de la gestion de projet, soit en fait, ça n'a rien à voir. Mais en général, c'est du relationnel qui pose problème. Voilà. La gestion de projet, c'est aussi évidemment la preuve, ou en tout cas le lien entre ce qu'on promet en amont, c'est-à-dire ce que je vends en amont et ce que je délivre, en fait. Ça fait partie de tout le processus. Et bien sûr, garder en tête, dans la relation client, en fait, un client rachète ou recommande toujours une relation ou un processus, jamais un projet. En fait, on travaille avec des gens et assez souvent, peut-être que ça vous arrive, quand vous êtes sélectionné pour un projet, en fait, c'est déjà arrivé à beaucoup de gens d'être sélectionnés malgré le fait qu'ils étaient le plus cher, par exemple, le ou la plus chère, mais en fait, simplement parce qu'un client, il va d'abord sélectionner un processus de projet avec quelqu'un qui l'accompagne. Donc voilà pourquoi la gestion de projet, il faut éviter de la fuir et il faut s'équiper pour la traiter correctement. Donc voilà pour ces deux raisons. Alors bien sûr, sur chaque webinaire, je vous explique en fait qu'est-ce que je fais là pour vous parler de ce sujet. Donc moi je m'appelle Geoffrey Hurum, ça fait presque 15 ans que je fais du web et que je travaille sur des sujets web en fait qui sont soit c'est des projets soit du projet qu'on peut dire simple, soit qui reste simple, soit en fait qui est simple mais qui n'est pas si simple que ça. Mais ça va aussi sur du projet beaucoup plus complexe avec des équipes plus grandes. Donc moi, je suis passé un petit peu par tous les formats, freelance, studio, agence, pour repasser en freelance. Ça veut dire que, des typologies de projets, j'en ai vu passer quelques-unes quand même. Et surtout, qu'est-ce qui m'amène à parler de ce sujet aujourd'hui, c'est que, en fait, la gestion de projet m'a amené, en tout cas, quand j'ai perdu des clients, par exemple, la gestion de projet ou en fait la mauvaise gestion de projet a été une des responsables de ma perte de clients. En fait. Euh, je pourrais moins dire ça en mode j'ai pu conserver des clients grâce à la manière dont j'ai géré mes projets, mais en tout cas, c'est une certitude que quand je perdais des clients, la gestion de projet avait un impact sur cette relation qui se détériore. Donc, au fur et à mesure des années, on fait quoi? Ben, en fait, on fait évoluer notre vision de la gestion de projet. Faire évoluer les outils, c'est une chose, mais en fait, les outils ils sont au service de la vision. Donc, en fait, au fur et à mesure des années, je suis arrivé à considérer la gestion de projet comme autrement et surtout à monter un système de gestion de projet qui me convienne à moi, mais qui soit aussi au service de mon client et de son projet. Voilà. Donc au quotidien, je fais ça avec mes clients, mais étant donné qu'aujourd'hui, on est sur un webinaire freelance, aussi petit instant promo sur qu'est-ce que je fais avec les freelances. Donc, à côté des sujets de production ou de temps partagé que je peux faire, j'accompagne les freelances sur des sujets de soft skills, en fait, sur des modes coaching, donc soit l'unité, soit sur du programme. Et l'objectif, ça va être de mettre en place des activités freelance qui soient solides. Donc, on n'est pas du tout sur des programmes faits et 10K en 3 mois. On est plutôt sur une vision du style monte une structure d'activité freelance en fait, qui soit au service de tes projets de vie et pas que tu subis tous les jours. Voilà. Donc là-dessus, je vous laisserai. Vous avez les différents thèmes sur lesquels je travaille. C'est principalement de la soft skills. C'est pas tant des thèmes métiers. Devient meilleur faiseur de pixels ou devient meilleur faiseur de code.
c'est plutôt devient meilleur, en tout cas devient un entrepreneur plus conscient de ce qu'il fait. Voilà. Sur le sujet du jour, la gestion de projet efficace, comment faire? Donc l'idée là, c'est que, comme d'habitude sur tous les webinaires, je propose assez souvent un guide basé sur 3 ou 4 piliers. Aujourd'hui, ce sera 3 piliers. L'objectif, en fait, c'est qu'une fois qu'on a passé ce guide, je pourrais vous montrer une ressource, un exemple de comment moi je m'y prends en termes de suivi de projet. Et l'idée, notamment sur le sujet de la gestion de projet, c'est surtout d'avoir quelque chose de participatif. Donc en fait, on va regarder ces 3 piliers, regarder la démo, mais le gros intérêt, c'est de passer aux questions-réponses juste après, pour profiter des questions de chacun, pour soit en parler, soit profiter des questions de chacun pour que d'autres puissent soit apprendre quelque chose, soit découvrir un autre point de vue sur une problématique qu'ils peuvent aussi avoir. Donc, le guide que je vous propose aujourd'hui pour une gestion de projet efficace est satisfaisante. Avant d'attaquer le guide, un petit rappel. Nos clients payent pour un accompagnement à la réussite de leurs problèmes, en fait. Ce n'est pas à eux de nous accompagner et ce n'est pas à eux de faire de la gestion de projet. En fait, c'est à nous. Et ça, c'est très, très important. Le client va déjà faire sa gestion de projet interne de son côté. Ce n'est pas encore à lui de se taper la gestion de projet de l'identité qu'on lui refait, du site qu'on lui refait, etc. Le client, il paye un accompagnement, en fait. Donc, accompagnement, gestion, c'est à nous de le faire, c'est très important. Donc, comment on fait maintenant? Premier pilier, c'est que la gestion de projet, ça se vend, en fait. Je vois encore trop de cas où, quand on examine des devis freelance, il n'y a pas de ligne de gestion de projet. Et en fait, après, on a des freelances qui pleurent, en fait, parce que mes projets ne sont pas rentables, je passe beaucoup trop de temps à suivre mes projets, etc. Je passe trop de temps en call, blablabla, blablabla. La gestion de projet, c'est un post-projet, donc ça se vend. Tout simplement parce que dans tous les cas, vous ferez du suivi. Une présentation, c'est du suivi. Un call, c'est du suivi. Que vous soyez avec un client en direct ou en sous-traitance, c'est exactement la même chose. Vous ferez du suivi de projet. Sur la sous-traitance en particulier, assez souvent, quand on sous-traite, on attend, ou en tout cas nos sous-traitants, pas mal de sous-traitants ont tendance à vouloir effacer ces lignes-là en mode c'est nous qui faisons la gestion de projet sur le projet. Non, en fait, c'est quand même moi qui présente mon travail, c'est moi qui suis tout le volet qui concerne mon travail, donc il y a de la gestion de projet. Petit tips, si vous êtes en galère un peu pour estimer la gestion de projet, partez sur plus ou moins 30% du temps de production. Donc, vous prenez vos devis, vous regardez un petit peu tout le temps que vous passez en tout. Si vous remarquez qu'en tout, vous êtes sur à peu près 15 jours vendus, vous prenez 30% de 15 jours et ça va vous donner un chiffre qui, en tout cas, de mes observations depuis tout ce temps que je fais ça, se révèle assez juste. Parfois, c'est même plus. Hein. C'est rarement en dessous. Mais voilà. Donc, si vous êtes sur 15 jours de prod, vous arriverez sur 4 jours et demi de gestion de projet, par exemple. Le deuxième point, pourquoi est-ce que ça se vend? C'est parce que le travail gratuit, c'est la préparation pour du travail de merde, tout simplement. Travail bâclé, c'est la dénomination polie. Mais en gros, tout le travail qui est gratuit, en fait, il vaut rien. À partir du moment gratuit différent de offert. Offert, gratuit, c'est 0. Offert, c'est ça vaut X et je te l'offre. C'est différent, en fait. Mais là, quand on n'estime pas la gestion de projet, en fait, elle est gratuite. Quand elle est gratuite, qu'est-ce qui va se passer? Côté freelance, forcément, au bout d'un moment, dans le projet, vous allez être frustré. Je fais de la gestion de projet, je passe tout mon temps en call, c'est même pas facturé. Frustration. La frustration, qu'est-ce qu'elle va amener? Du désintérêt pour la gestion de projet. Du coup, ça va amener un projet qui est sur lequel on fait de la production, mais qui en termes de suivi est franchement bancal. Du désintérêt, la qualité va baisser et forcément, qu'est-ce qui va baisser? C'est la relation, ou en tout cas la qualité de votre relation avec le client. Donc, pensez à ça, ne serait-ce que pour la relation client, facturer la gestion de projet. Le dernier point sur la facturation de la gestion de projet, c'est penser au kick-off projet. C'est quelque chose qui est, franchement, dans 80% des cas, oublié. Le kick-off, c'est quoi? C'est une réunion de lancement de projet. Ce n'est pas un atelier, c'est une réunion de lancement de projet
dans lesquels on va définir tous les piliers vraiment majeurs du projet. Je vous ai préparé un modèle pour plus tard. Vous aurez quelque chose de consistant à vous mettre sous la dent. Et en fait, le kick-off est très, très important. Celui-là, pour info, moi, je le fais au forfait en général. Voilà, c'est un kick-off, ça dure 1h30, 2 heures. Parfois, ça dure plus, parfois, ça dure moins, mais il y a un forfait pour ça, et puis c'est tout. Donc voilà pour le premier principe. Principe numéro 2 de la gestion de projet, c'est que je disais tout à l'heure que la gestion de projet, elle est un peu sous-cotée parce qu'on n'arrive pas à voir ce qu'on gagne avec la gestion de projet. En fait, ce qu'on gagne, c'est à la fois du cadre, à la fois de la sécurité, mais on a aussi un outil qui nous donne de l'élan, en fait, dans le projet. Je m'explique. Donc, je parlais de sécurité. Le premier élément, c'est que la gestion de projet, elle sécurise le projet, mais surtout la relation avec votre client. Parce qu'on va définir de manière très, très claire quel est le livrable du projet, de quoi est-ce qu'on a besoin pour produire ce livrable, qui fait quoi, quand, comment, et surtout, comment est-ce qu'on mesure que ce projet est un succès ou non. S'il y a un élément sur ces 4 points à retenir, c'est vraiment ça. Et en plus, c'est l'élément le plus oublié de tous, mais c'est celui qui a un impact le plus fort. C'est à la fin, comment est-ce qu'on mesure que le projet est un succès. C'est vraiment cet indice-là qui va, à la fin d'un projet, quand vous allez en reparler avec votre client, qui va être votre point de mesure factuel. En fait, on a défini que le projet est un succès à partir du moment où on atteint ça, ça, ça. Là, les chiffres nous montrent qu'on atteint ça, ça, ça. Donc, en fait, que tu n'aimes plus cette couleur ou que du coup, ces images ne te conviennent plus ou qu'en fait, tu veux changer les objectifs, blablabla, c'est pas du tout le sujet. C'est ça qui a été défini comme mesure du succès. Donc, on sécurise vraiment la relation. Quand on sécurise la relation, ça nous permet de protéger tous les acteurs. Je dis bien tous les acteurs dans le sens où l'objectif, ce n'est pas uniquement de protéger le freelance. L'objectif, c'est aussi de protéger le client. Si on va un peu plus loin, on parle des conditions générales de vente, on dit toujours qu'elles sont là pour protéger le prestataire, elles sont aussi là pour protéger le client. Donc, l'avantage du coup de mettre ça en place, c'est que sur tous les projets, on se rend compte que en fait, durant le projet, on a parfois besoin d'ajuster le tir, de changer 2-3 éléments, en fait, même en cours de route. Mais l'avantage d'avoir une gestion de projet qui est formalisée et qui est très claire, c'est qu'en fait, on garde une trace de ça. L'idée, c'est pas forcément de dire il y a un cadre, il faut à tout prix dire non. L'idée, c'est de se dire qu'il y a un cadre. On est conscient dès le début qu'il y a des ajustements qui peuvent survenir. Pourquoi? D'ailleurs, petite parenthèse, quand on va commencer à travailler sur un projet avec notre client a une maturité X sur le sujet qu'on traite, par exemple une refonte des sites, tandis que nous, on a sans doute une maturité à X plus 15 par rapport à lui. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on va avancer sur le projet avec notre client, sa maturité à lui va augmenter, forcément. Et un client qui a une maturité X et un client qui a une maturité X plus 7, 8, 9, 10, en fait, attend des choses différentes. Donc c'est pour ça que moi, je conseille toujours, dans le cadre projet, d'anticiper un delta, ne pas forcément le dire, mais nous, en tant que prestataire, anticiper le delta, garder en tête que, vu que notre client va monter en maturité sur le sujet qu'on traite avec lui, forcément, il va peut-être vouloir un peu plus, vouloir aller plus loin. Donc ça, il faut l'anticiper. Et il faut avoir une gestion de projet qui soit bien cadrée pour que, à partir du moment où ça remonte et qu'on se dise, OK, on va adapter ci, ça de cette manière, qu'on puisse avoir une trace de cet ajustement et une trace du deal, en fait, tout simplement. Que ce soit dans un récap de réunion ou quelque chose comme ça. C'est surtout la trace qui va être importante. Le dernier point, la gestion de projet donne de l'élan parce qu'en fait, elle vous donne les clés pour, à partir du moment où vous passez en prod, pour lâcher les watts, réellement. C'est toujours frustrant de se dire allez, on passe en prod, on démarre, et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas tous les éléments. On n'a pas la charte, on n'a pas les textes, la stratégie, elle n'a pas fini d'être posée, l'arborescence, elle fait que bouger. Tout ça, c'est des sujets qu'on va venir sécuriser sur la gestion de projet. Et à partir du moment où on a tout ça, quand on passe en prod, que ce soit créatif, technique, là, on peut y aller, vraiment. Le troisième point, le troisième pilier, en fait,
pour justement booster votre gestion de projet, c'est que en fait, il ne faut pas pratiquer de la gestion de projet comme les agences, par exemple, le pratiquent. Pourquoi? Parce que simplement, une agence n'est pas organisée comme un freelance ou une freelance. On n'a pas les mêmes volumétries d'affaires, on n'a pas les mêmes volumétries de production, on n'a pas les mêmes tailles d'équipe, on n'a pas les mêmes. On n'est pas fité pareil, en fait. Donc, faire de la gestion d'agence quand on est freelance, c'est rarement une bonne idée parce que c'est souvent overkill et c'est ça qui, à la fin, nous fait envie, ou en tout cas nous donne envie de ne plus faire de gestion de projet. Voilà. Donc, il faut tailler un système de gestion de projet qui simplifie la vie à tout le monde. Dans un premier temps, qui vous simplifie la vie à vous en tant que freelance. Pourquoi? Parce que comme on a ce double rôle gestion de projet et production, en fait, il faut qu'on arrive à dédier des temps à chacun. Pour rappel, ce qui est problématique dans ce double rôle, c'est que parfois, en production, on aimerait bien faire ci, ça, créativement, etc. Et en fait, quand on passe dans le mode gestion, gestion de projet, etc., bah, on se rend compte que ce qu'on veut faire créativement, ce n'est pas forcément ce qui rend le plus service au projet. Donc, il faut s'ajuster et il faut réussir à prendre à chaque fois des décisions avec le masque de la fonction qu'on porte. C'est-à-dire que quand on est en phase de gestion de projet, il ne faut pas prendre des décisions comme un designer, par exemple, mais il faut prendre des décisions comme un gestionnaire de projet ou comme quelqu'un qui pilote le projet. Là où quand on passe en prod, on peut rebasculer dans un mode design, par exemple, mais c'est un designer ou une designer qui va travailler avec des décisions qui ont été prises pour le projet. Donc il y a ce double masque sur lequel il faut être très vigilant. Pour ça, moi j'ai toujours tendance à conseiller des choses simples. C'est des temps dédiés à la gestion de projet. Par exemple, lundi après-midi et mercredi après-midi, c'est des temps dédiés à la gestion de projet. Je fais mes rapports d'avancement pour les clients, je ping les clients. Alors, soit je les ping parce que je travaille avec Notion et qu'ils ont une notif et que je n'ai pas besoin de leur faire un mail, soit c'est des clients qui ont besoin que je leur fasse un petit mail récap. Voilà. Mais en tout cas, je fais ça sur des créneaux qui sont protégés. Et sur ces créneaux-là, je ne vais pas faire de production. C'est que des créneaux de gestion de projet. Et comme ça, je ne mélange pas les masques que je dois porter. Le deuxième point, c'est essayer de définir des créneaux pour les calls. Voilà, vous êtes peut-être du matin, de l'après-midi. Si vous savez que vous voulez être dans votre production à fond le matin, parce que c'est là où vous êtes le plus concentré, bah, définissez des créneaux pour les calls plutôt dans l'après-midi. Faites en sorte de rassembler les calls sur une après-midi ou sur 2 après-midi. Et en tout cas, protégez vos moments, mais définissez des moments qui soient clairement pour la gestion de projet. Et le dernier point, utilisez les outils qu'on a aujourd'hui, Notion ou autre chose, mais on a plein d'outils super simples qui nous permettent de centraliser, qui nous permettent de simplement faire une mention au client pour éviter d'avoir à faire un mail. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas d'excuses sur les outils. Donc voilà. Le deuxième point, une gestion pensée pour simplifier la vie de tous, pour les clients. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, en fait, et très souvent, on l'oublie. Alors, en freelance, on l'oublie, les agences l'oublient, on l'oublie tout le temps. C'est qu'un client pour qui on travaille, on va gérer la gestion de son projet, oui, sauf qu'en fait, il faut se rappeler que notre client, de son côté, il a aussi d'autres choses à faire. Il a aussi d'autres projets qui sont à mener, il a aussi des sujets internes, il a aussi son quotidien, etc. etc. Donc, si on pense un peu dans un mode, qu'est-ce qui pourrait aider mon client dans son quotidien? Comment est-ce que je pourrais mettre en place un système de gestion de projet qui soit facile pour lui ou pour elle et qui soit vraiment au service? En fait, on se rend compte que notre client, il a besoin avant tout d'une centralisation de l'information. On se rend compte que assez souvent, les clients, quand on leur propose des rendez-vous réguliers, même petits, ça marche très très bien. Et surtout, ce dont nos clients ont besoin, c'est de feuilles de route claires. Nos clients ont toujours besoin de savoir, OK, qu'est-ce que je dois faire pour toi et quand? Et tu l'attends pour quand? Et après, ils se débrouillent, ils s'organisent. Mais ça, la feuille de route claire, c'est quelque chose qui est souvent manquant. On va faire un rapport de réunion, mais à la fin, on ne va jamais écrire, OK, le client doit fournir ça pour telle date, de cette manière, sous cette forme, et derrière, à du suivi en mode, allez, t'en es où pour quelques jours après, t'en es où par rapport à ce que tu dois me fournir?
Donc, le dernier point, c'est une gestion pensée pour simplifier la vie de la relation client-freelance. Pourquoi? Parce qu'en fait, la gestion de projet, je le rappelle, elle est au service d'un projet, mais elle est aussi au service, si on prend un peu de recul, d'une relation client-freelance. Et pour ça, il faut vraiment la penser de telle manière à ce qu'elle elle indique clairement le cadre, qu'elle soit simple, limpide, qu'elle indique clairement les redevances de chacun et qu'elle indique clairement, encore une fois, la manière dont on estime que le projet est un succès. J'ai cette petite phrase en bas de la slide à droite. Moi, j'estime qu'une gestion de projet, elle est réussie à partir du moment où un client, quand il parle du projet, vous relevez des verbatims du type on peut compter sur eux, c'est carré, en fait, ça file droit, ce genre de choses. En fait. Donc, on ne parle pas ils ont été hyper créatifs, etc. Mais c'est juste, en fait, on parle avant tout de confiance et d'un client qui se sent safe quand il vous confie un projet. Donc voilà pour le troisième principe. Maintenant, comment on fait? Donc, je vous ai préparé un modèle Notion de suivi de projet. Pourquoi? Parce que assez souvent, quand j'échange avec des freelances, la grande question, c'est mais en fait, qu'est-ce qu'on met dans le suivi de projet? Comment on organise ça? Donc l'idée, c'est pas forcément de dire voilà, j'estime qu'il y a des grands principes dans la gestion de projet, blablabla, blablabla, mais c'est aussi de montrer une manière de faire. Donc c'est pas la manière ultime de faire, hein, mais c'est une des manières de faire. En ce qui me concerne, j'utilise Notion comme beaucoup. J'utilise l'onglet ou en tout cas la fonctionnalité projet de base de Notion pour mes to-do, etc. sur les projets. Et au sein de ces fiches projet, en général, je duplique ce modèle-là que je partage à mes clients, en fait. Et voilà comment il se déroule. Ou en tout cas, voilà comment il se compose. Donc bon, je personnalise toujours un petit peu le logo du client, une petite image. Ça fait toujours plaisir en fait pour un client de se dire ok, j'ai un truc qui ressemble un petit peu, qui est un petit peu charté. Voilà, ça nous coûte rien. De toute façon, le logo on va le récupérer. Ça nous coûte rien et c'est voilà, c'est une petite preuve d'attention aussi. Ce document il est partagé en commentaire, donc pas qu'en lecture mais en commentaire à mes clients, pas en édition parce qu'en fait il ne faut pas que tout le monde puisse éditer sans qu'en fait on soit au courant, et il se compose de plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'est les points d'attention et les priorités du moment. Donc si à un moment, on a défini pendant une réunion qu'il fallait livrer quelque chose, en fait, je mets un check, j'écris ce qu'on doit faire et je mets un lien. Vous pouvez faire un lien vers une page et je mets un lien vers le compte-rendu de la réunion. Pareil, si à un moment, il y a un règlement de facture qui est pas encore arrivé, en fait, c'est dans les points d'attention et dans les priorités du moment. Donc, je l'indique et s'il faut, soit je mets le petit PDF qui va avec, soit je mets le lien vers la page concernée dans le projet. Donc ça, c'est les prios du moment. C'est quand un client arrive sur cette page de suivi, c'est les premiers trucs sur lesquels, s'il doit se concentrer sur 3 trucs, par exemple, c'est ça. Le deuxième point, c'est l'onboarding, ou le onboarding et suivi quotidien, hein, d'ailleurs, je pourrais le rajouter. C'est 2 choses. Donc, les comptes rendus de réunion. Par exemple, un compte rendu de réunion, chez moi, c'est un copier-coller. Il est toujours organisé de la même manière. C'est compte rendu de réunion, la date, qui est là côté client, qui est là côté prestataire, qui est là côté autre entreprise. Ensuite, le programme, le sommaire est autogénéré. Quand c'est enregistré, le replay, il est par ici. On n'a pas besoin de chercher partout. Et après, il y a un truc tout bête, c'est on explore sujet 1, 2, 3, on dit tout ce qu'on a à dire. Et on a toujours un onglet des prochaines étapes, en fait, à la fin de chaque compte-rendu de réunion. Prochaines étapes, côté client, côté Presta ou d'autres besoins, avec la to-do de chacun. Donc, côté client, les clients doivent me fournir ça pour telle date. Le prestataire va livrer le PDF de la charte mise à jour pour telle date. Et autre besoin, il faut qu'on s'occupe de l'hébergement avant telle date. L'avantage, c'est que c'est que des checkbox. Donc ensuite, au fur et à mesure, quand c'est fait, quand on reçoit les échanges mails de nos clients, on a juste à checker ça. L'autre gros avantage de Notion, c'est que forcément, là, à un moment, si j'ai quelque chose à dire, j'ai juste à faire là-dessus, j'ai juste à faire un commentaire à mon client en le citant
en disant bah, Coco, ça en est où ça devait être fait il y a 3 jours. Voilà. Donc, on a les comptes rendus, on a des ressources dans lesquelles on va retrouver tous les contrats, par exemple. Donc, le brief initial, s'il a été fourni, les différents devis, les CGV. Là-dedans, je remets toutes les factures avec des checks pour vérifier que ça a été payé ou pas. Et après, donc il y a facture et facture à venir. Moi, je fonctionne en situation, en mensualité. Donc, en fait, si par exemple, là, vous voyez, on est sur un projet où il y a 5 mensualités, un acompte et 4 mensualités, ben, en fait, les factures déjà éditées sont ici et les factures à venir sont anticipées, ou en tout cas sont indiquées. Comme ça, pour le client, il n'y a pas de surprise. On a aussi les assets de marque, ou en tout cas tout ce qui concerne les ressources, les assets de marque, les accès nom de domaine, hébergement, voilà. Ensuite, si on revient sur les comptes rendus de réunion, on a le kick-off. Donc le kick-off, j'en parlais en introduction du webinaire. Si on va un petit peu si on va voir un petit peu dans le kick-off, donc bien sûr, cette notion vous sera partagée, donc vous pourrez l'explorer. Le kick-off, c'est une réunion, mais en fait qui se déroule un petit peu différemment. C'est que comme c'est une réunion d'introduction au projet, en fait, là, je vous ai indiqué le chapitrage que j'utilise en général, qui marche très bien. Le premier élément, c'est ça, rôle et responsabilité. En fait, c'est côté client, côté prestataire, qui fait quoi? Comment exactement est composée l'équipe côté client, mais surtout, qui prend quelle décision? Il y a toujours 2 niveaux de décision sur les projets. Il y a des décisions jour après jour, en fait, des micro-décisions, et il y a des macro-décisions plus stratégiques. Souvent, c'est les macro-décisions, ou en tout cas les décisions stratégiques, qui génèrent plus de temps. Donc, en fait, dans le kick-off, c'est important de savoir qui est OK, ou en tout cas qui est en charge de décider de quoi, parce que ça va nous permettre d'anticiper des éléments de planning, par exemple. Donc là, par exemple, la personne 1, c'est la chef de projet interne, c'est l'interlocuteur ou l'interlocutrice principale. C'est elle qui est capable de prendre des décisions courantes, que ce soit des petites décisions de prod, voilà, j'ai 2 typos qui se ressemblent, qui se ressemblent beaucoup. Moi, je vous conseille plutôt celle-là. Il faut choisir, bah, cette personne-là va faire ce type de choix. Là où, quand on va être sur des stratégies business, des stratégies éditoriales complexes, etc., bah, on aura identifié que côté client, il y a aussi une entité, il y a le board qui intervient, qui se réunit 1 fois par semaine. Et en fait, c'est au niveau du board qu'on va avoir ce type de décision. Et en fait, on sait que quand on attend ce type de décision, bah, typiquement, on va éviter d'avoir des plannings qui sont trop serrés parce qu'on a identifié que c'est un board qui se réunit qu'une seule fois par semaine. Donc, on sait que ça va prendre un peu de temps. La même chose côté prestataire. Le deuxième chapitre, c'est problème constaté, donc forcément lié au projet. Donc, par exemple, on n'arrive pas à convaincre avec notre site. Donc, l'idée, c'est, avant d'évoquer les objectifs du projet, qui sont hyper importants, c'est d'évoquer les problèmes qui sont liés au projet et surtout, qu'est-ce qui a été tenté pour résoudre ces problèmes et quels ont été les résultats. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de schéma. On n'arrive pas à convaincre avec notre site. Ce qui a déjà été tenté, bah, tentative 1, on a fait comme ça. On indique quand même les résultats et on indique si ça a été satisfaisant ou pas satisfaisant pour votre client. Quand je disais que la gestion de projet nous donne de l'élan ensuite pour dérouler le projet, là, on est typiquement dans un exemple hyper parlant. C'est savoir qu'est-ce qui a été tenté, comment ça a été tenté et quel est le résultat de ce qui a été tenté. En fait, ça nous donne des informations hyper précieuses pour, déjà pour éviter de refaire des choses qu'on a essayé et qui se sont plantées, ou pour proposer des choses nouvelles, des approches nouvelles, etc. Donc les problèmes constatés, ils sont toujours évoqués pendant le kick-off. Ensuite, on passe aux objectifs du projet. Donc là, je vous ai mis un petit tips. Un objectif, c'est un verbe d'action. C'est pas une phrase hyper compliquée. Et en général, moi, mes clients, quand je les accompagne, je leur dis on va jusqu'à 3 objectifs sur un projet. Et si possible, ils ont un lien entre eux. Je vous ai mis un exemple. Expliquer, qui amène à convaincre, qui amène à engager. Voilà. Petit rappel, convertir, c'est pas un objectif en fait. C'est pas spécifique. Convertir, ça veut tout et rien dire. C'est quoi? On veut un mail, on veut des patates, on veut quoi? Donc, essayez d'être super spécifique. Et en général, moi, ce que je fais, c'est vous avez un objectif et en dessous, il y a toujours une explication de quel objectif et on se permet quand même
un petit espace pour expliquer en fait davantage l'objectif, pour être sûr que tout le monde le comprend. Ensuite, élément, alors complètement majeur en fait, et complètement sous-coté, je le répète souvent, c'est critère de succès d'un projet. Le premier élément, c'est qu'un critère de succès d'un projet, il est toujours lié aux objectifs du projet. Sinon, ça n'a aucun sens, en fait. On ne va pas dire l'objectif du projet, c'est de vendre des produits et le critère de mesure, ça va être est-ce que les gens trouvent nos sites beaux? En fait, non, on n'est pas du tout, raccord. Donc, les critères du succès du projet sont liés aux objectifs. L'idée, en fait, c'est de réfléchir avec votre client sur les capteurs qui feront que votre projet arrive au succès. Ça peut être des capteurs de sensation. Est-ce qu'on a une meilleure image? Ça peut être du gain sur des revenus, par exemple, sur des leads. Ça peut être de la stat, sur du trafic, sur du positionnement SEO, etc., etc. Donc, vous allez définir les capteurs qui font que le projet, c'est un succès. Pareil, mettez-en 3 à 5, maxi, ce n'est pas la peine d'en mettre 15, hein, ça n'a aucun sens. Et pour chaque capteur, en fait, vous définissez comment est-ce que vous allez mesurer ça. On veut une meilleure image. Comment est-ce qu'on va mesurer ça? Ce n'est pas avec de la stat, ce n'est pas en regardant le CA, mais c'est peut-être en allant faire l'interview de quelques utilisateurs, de quelques clients, en fait, après X temps. C'est peut-être en allant sur le terrain avec les commerciaux pour voir un petit peu comment leurs clients réagissent au nouveau support de com. Voilà. Donc, on peut mesurer avec de la stat, de l'interview, en regardant le CA, en regardant le SEO. Il y a vraiment plein d'éléments pour mesurer ça. Enfin, les deux derniers éléments que j'indique toujours dans le kick-off, c'est le planning prévisionnel. C'est toujours un planning macro. Il n'y a jamais rarement un engagement sur des dates hyper précises, sauf si on voit qu'on est très large. Mais en fait, quand on s'engage sur des dates hyper précises, il y a toujours un risque à cause du chapitre qui est juste en dessous, besoin d'anticiper et alerte en amont, en fait. L'idée, c'est que au planning, on va toujours coller les éléments de warning qu'on a identifiés. En gestion de projet, je dis toujours, identifier les problèmes, c'est bien, mais mettre les problèmes sous le nez de notre client sans s'avancer, ou en tout cas sans lui proposer de solutions ou de moyens de résoudre ces problèmes, c'est un petit peu bête, en fait. C'est le client est en droit de vous dire, OK, et du coup, OK, mais je fais quoi? En fait, c'est toi le pro, indique-moi quoi faire. Donc, on peut indiquer les problèmes ou les alertes à notre client, mais il faut aussi être force de proposition sur ce que vous conseillez pour les résoudre. Donc là, j'ai mis par exemple texte, souvent les textes sur un site, c'est quelque chose de chronophage et c'est souvent responsable des lenteurs projet. Du coup, je propose deux choses. C'est d'identifier clairement les ressources, en gros, qui va faire ça, et éventuellement renforcer les ressources. Donc, il faut qu'on source un freelance éventuellement pour renforcer, ou en tout cas pour supporter la personne qui va gérer les contenus, ou bien il faut qu'on anticipe la tâche 2 fois plus au max et qu'on démarre ça le plus vite possible. Voilà. Donc ça, c'est pour le kick-off. C'est assez simple au final. Et à la fin, du coup, dans ce doc de suivi de projet, j'ai deux choses. J'ai deux chapitres. Donc, il y a le premier chapitre, c'est sur les livrables. Donc là, je fais une page par livrable. Donc, je sais pas, il faut livrer une stratégie digitale, elle est là, le PDF est dedans. À un moment, on livre un site, il y a des formations vidéo qui sont enregistrées. En fait, je les enregistre, je les compile toutes dans une page et je les indique là. Dans les livrables, j'indique aussi les URL, notamment sur du site, par exemple pour la pré-prod. J'indique les URL pour la prod et pour la maintenance éventuellement. Je mets des petits codes de couleur pour savoir sur quoi on est, qu'est-ce qui n'est pas attaqué. Voilà, la pré-prod, c'est en vert, donc c'est ce qu'on fait actuellement. Production, maintenance, c'est en gris, donc j'indique un petit peu les dates. Je fais un suivi un peu plus complet. Et quand ça passera en vert, je le passerai dans la bonne colonne, par exemple. Et à la fin, moi, par exemple, j'ai les packs d'heures. Donc, dans le cas de clients où parfois on livre un site, il y a de la maintenance, mais après, il y a de la maintenance évolutive qui se fait sous forme de pack d'heures. Là, en fait, j'indique à mes clients voilà, les crédits et les débits des heures, avec à chaque fois, pour chaque demande, le statut de la demande, sa date, etc. Puis, comme on est sur un truc Notion, je peux indiquer des détails pour chaque élément.
Donc voilà, en gros, comment ça fonctionne. Maintenant, on pourrait dire, on arrive au bout. Mais non, je vous garde encore 2 minutes avant de passer aux questions-réponses pour une liste de conseils, en tout cas, des do's et des don'ts concernant la gestion de projet. Donc, bien sûr, c'est des conseils qui ne tiennent qu'à moi, hein, ils sont issus de mon expérience à moi, donc vous en ferez ce que vous voulez. Je pense qu'il y a aussi plein de gens qui peuvent amener plein d'autres éléments, ou en tout cas plein d'autres points à cette slide-là. Mais en tout cas, dans les do's, le premier truc à faire, c'est demander un interlocuteur unique côté client. Vous ne voulez pas parler avec 4 personnes qui gèrent le projet. Ici, ils veulent gérer le projet à 4 de leur côté. Ils gèrent le projet à 4 de leur côté, c'est bien, ils font leur tambouille. Par contre, de mon côté, je parle avec une personne. C'est un interlocuteur. Basta. Le deuxième point, c'est définir des rendez-vous réguliers, même courts. Il est en lien avec le troisième. Vous n'avez pas envie d'être dans un moment où, allez, on fait un site, on passe en mode développement, bah voilà, on fait du dev. Donc, pas de nouvelles pendant 2 semaines, et 2 semaines après, on va voir nos clients en disant, bah, ils sont où les textes, on les attend. Non, ça c'est absolument irresponsable, et les clients seraient en droit de vous dire, mais qu'est-ce que tu me racontes en fait? Ça fait 2 semaines que j'entends pas parler de toi, et maintenant tout doit être fait. Non, en fait. Donc, définir les rendez-vous réguliers, ça sert à ça. Moi, c'est souvent, je fais un rendez-vous soit hebdomadaire, soit bi-hebdomadaire, même si c'est une demi-heure, même si c'est un quart d'heure. Mais l'idée, c'est d'avoir une routine, de se dire que, par exemple, le mardi à 14 h, on a une demi-heure juste pour faire le point sur ce projet. Et en fait, ça vous permet déjà de toujours donner des nouvelles, de montrer à votre client que vous êtes là, toujours. Et puis, ça vous permet aussi de surveiller les différentes livraisons que votre client doit vous faire, et puis d'anticiper quand il va être court ou pas. Et puis, s'il faut, de recadrer, de remettre les pendules à l'heure et de redonner des alertes en mode, voilà, ce truc devait être livré il y a 2 semaines. On avait mis dans le kick-off, vous voyez que c'était indiqué que les textes, c'est souvent un motif pour faire glisser les plannings. Bah, là, on y est, ça fait 2 semaines que je vous cours après, le planning va glisser. Tant pis. Voilà. Donc, on a vu les 3 premiers, un do, un don't. Le 4e do, c'est identifier la chaîne de décision côté client le plus en amont possible. Essayez de savoir qui est responsable de quel type de décision le plus vite possible. Et si côté client, ils ne sont pas au clair là-dessus, aidez-les à clarifier ça. Parce qu'en fait, identifier qui est responsable de quoi, ça a un impact direct sur le timing d'un projet, en fait, et du coup sur tout le reste. Et vous ne voulez pas attendre des semaines et des semaines sur une décision avec votre interlocuteur projet sans savoir qu'en fait, c'est une décision qui est prise au niveau du board et que le board se réunit que toutes les 2 semaines. En fait, ça va générer du stress pour vous, alors que si vous savez que c'est le board qui décide de ça et que c'est toutes les 2 semaines, bah en fait, c'est bon. Là, on est sur pause, on s'occupe d'autres sujets, et puis voilà. Numéro 5, à chaque fois que vous faites une présentation de projet, reprenez la timeline complète du projet et mettez un petit indice sur là où vous en êtes, en fait. Sur les timelines projets que vous reprenez, vous pouvez même indiquer, je ne sais pas si la timeline, elle a un moment, un trait noir, ben, en fait, si vous savez qu'il y a des phases projet qui sont un petit peu sensibles, ben, le trait noir devient un trait rouge à certains moments, et ça permet vraiment à votre client à chaque fois de se rendre compte de l'avancée du projet. Ça permet à tout le monde de se rendre compte qu'on entre, par exemple, dans une zone rouge, une zone où il faut être particulièrement vigilant. Mais en tout cas, voilà, reprenez toujours la timeline complète du projet sur une présentation client. Évitez de ne pas donner de nouvelles après la livraison d'un projet. Évitez de laisser le client aller à son rythme. Non, en fait. Vous gérez le projet, vous animez le projet, vous cadrez le projet. Le client qui va à son rythme, c'est le client qui, après, voudra une livraison la semaine d'après. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Évitez aussi de penser que vous êtes la méchante ou le méchant parce que vous cadrez. Au contraire, vous êtes payé pour ça, pour cadrer, parce que ce qui est cadré avance, en fait. Enfin, 2 points que je vous conseille de faire, c'est rester hyper vigilant sur les 20 derniers pourcents d'un projet. Pourquoi? Les 20 derniers pourcents de projet, c'est là où tout le monde est crevé, tout le monde commence à être au bout.
mais c'est là où l'attention doit rester au maximum parce qu'on règle beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, en fait. Donc, si on règle beaucoup de détails, mais qu'on est KO, on va bâcler le projet. Et en fait, tout ce qu'on aura mis en place en amont risque de se casser la figure. La relation dans les 20 derniers pourcents d'un projet, votre client il est aussi fatigué que vous. Donc la relation a encore plus de chances d'être un petit peu abîmée. Donc il faut être hyper, hyper vigilant sur les 20 derniers pourcents, quitte à prendre un petit break avant d'entamer cette phase-là pour être sûr d'être en forme, mais ne la éviter de la bâcler ou de l'envoyer trop vite. Et le dernier point, et après on sera bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand vous identifiez un problème sur le projet, signalez-le, mais surtout orientez sur une résolution. Rappelez-vous, nos clients nous payent pour ça. Donc, j'ai anticipé un problème qui peut nous arriver. On ne fait pas point, envoyer le mail. On fait, de mon côté, je vois deux solutions qui sont envisageables pour vous et dans le sens du projet. Solution 1, c'est ça. Ça implique ça. On peut espérer ça. Ça coûte tant. Solution 2, c'est ça, 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 ça. Vous décrivez, vous orientez votre client, vous vous positionnez. Moi, à votre place, j'irai là-dessus. Je pense que ça, c'est la bonne solution, par exemple. C'est aussi pour ça que nos clients nous payent. C'est pour qu'on prenne parti et, qu'on dise ce qu'on en pense. Et puis après, vous donnez simplement, au lieu de signaler le problème, vous donnez simplement les clés à votre client pour qu'il puisse prendre une décision de manière éclairée. C'est en ça que pour moi, la gestion de projet est intimement liée au devoir de conseil. Voilà, donc voilà pour les do's et les don'ts. On arrive au bout de la partie théorique. Donc maintenant, comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions sur le sujet. L'idée, c'est d'ouvrir une session de questions-réponses. Tout le monde peut participer. Vous pouvez poser vos questions soit sur le chat, soit prendre la parole. Et puis après, je vais essayer d'y répondre. Et s'il y a des gens qui veulent ajouter des éléments à mes réponses, ils sont aussi les bienvenus. Là, pour le coup, il faut prendre la parole, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je vous laisse vous lancer. Alors, c'était pas une question, mais c'était juste pour dire que c'était très clair en vrai, avec le Notion, etc. Et les différentes pages de gestion et toujours tenir au courant son client. Et franchement, j'ai pas de questions, c'était très clair pour l'instant. Enfin, de mon côté en tout cas. Et merci beaucoup. Cédric, mon template est minimaliste, est-ce que j'ai pas d'automation particulière? Pourquoi, en fait? Aujourd'hui, non, j'ai un template en fait qui suffit. Je ne vois pas ce que je pourrais automatiser. Je sais juste que quand j'ai pas envie d'envoyer des mails, je fais des. Enfin, ça dépend du client. Et quand j'ai un client qui est OK avec ça, je fais des mentions sur Notion. Et en fait, tout simplement, s'il y a un nouveau rapport que je viens d'éditer, il est prêt. Je fais un commentaire, je mentionne mon client, voilà, le rapport est prêt. Et puis c'est ça, mais sinon, ouais, des automations, des rappels. Les rappels, en fait, étant donné qu'à chaque fois, sur le Notion, quand j'indique une date, j'utilise l'outil arrobase et je mets la date. En fait, quand on met les dates sur Notion, je peux mettre des alertes qui sont liées. Donc, en fait, soit je mets des alertes qui sont avant, soit comme d'habitude, si j'ai des alertes et que c'est lié à des clients, étant donné que de toute façon, j'ai des points toutes les semaines avec les clients, même des points hyper courts, je les remonte comme ça. Mais voilà, j'ai pas forcément d'automatisation particulière parce que c'est pas, elles vont pas non plus me faire gagner un temps de dingue en fait. Ouais, je vais me lancer à la voix. Tu m'entends bien? Oui. Ouais, c'est Geoffrey. Merci déjà, c'est super cool. C'est plein de bons rappels. Et juste un petit truc par rapport à ce que tu disais, donc enfin, continuer à garder le contact avec le client sur la fin du projet ou même après avoir livré. Super important justement pour avoir un retour à la question initiale du succès du projet en fait, parce que bien souvent les succès
ils apparaissent seulement après. C'est seulement une fois qu'on a fini notre prestation que le client saura si ça a marché. Donc, voilà, Oui, je me exact. souviens. Enfin, comme je t'avais envoyé un message, là, j'ai ma fille, donc je suis pas sûr d'avoir tout entendu, donc peut-être tu l'as déjà dit. Mais en Mais ça, fait, c'est super important. sur le Notion, éventuellement, quand je passais sur le kick-off et les différents éléments qu'on indique dans le kick-off, effectivement, ton retour me fait penser qu'il manque sans doute un élément. C'est on met la mesure du succès, mais on met toujours la timeline en fait. Ouais. À combien de temps est-ce qu'on va mesurer? Imaginons, on se dit, bah voilà, c'est un succès si on arrive à se positionner dans le top 5 d'une requête SEO, par exemple. Bah, en fait, combien de temps on met pour voir ça? Ça arrive Et, forcément à un moment donné, et puis après, en fonction d'autres actions engagées, de ouais, notre part ou de la part des concurrents, forcément, ça peut bouger. exact, Donc, ouais. Et du coup, c'est aussi en fait, mettre ce timing-là, c'est aussi ce qui peut justifier le fait que vous reveniez vers votre client pour plutôt dans une démarche de conseil et d'accompagnement. Et ça se valorise aussi. C'est-à-dire que derrière, vous pouvez très bien imaginer sur votre devis avoir un site qui est livré et après avoir un item sur le devis accompagnement sur 12 mois avec un accompagnement bimensuel. À chaque fois, c'est 1 heure tous les 2 mois. C'est pas grand-chose en fait. 1 heure tous les 2 mois, ça va vous faire 6 heures à vendre, mais c'est 6 heures de consulting en fait. Et c'est 6 heures sur lesquelles bah, vous allez continuer à suivre le succès du projet avec votre client. Vous continuez ça vous permet de vous positionner vraiment comme un conseil et un accompagnant et pas simplement quelqu'un qui produit des choses. Et là, on est en plein dans la relation client, en fait. ben, exactement. C'est là où on quitte la posture d'exécutant pour devenir conseiller. Ouais. Ouais, ouais, on n'est ni dans la posture prod, ni dans la posture gestion. Là, on est vraiment dans une posture conseil. Et c'est souvent cette posture conseil qui, derrière, permet de. En freelance, on parle souvent oui, d'un projet à l'autre, on monte ses prix, etc. Mais on ne sait jamais comment s'y faire, comment s'y prendre. Ben, en fait, plus on travaille notre posture conseil, bah, plus derrière, nos projets vont valoir plus, entre guillemets. C'est aussi ça. Ouais, ça permet de gagner en valeur. Et l'autre question que j'avais, c'est sur ton Notion, j'ai pas vu de truc entre guillemets de type backlog, un peu à la Trello ou je sais pas quoi, qui est souvent utilisé sur des projets. Je voulais savoir si c'est parce que ce genre de choses, des fois, ça arrive peut-être plus côté client, parce qu'eux, ils ont l'habitude de gérer comme ça et ils t'intègrent directement sur leur outil pendant le projet que tu bosses avec eux. Ou alors, si ça t'est déjà arrivé de le faire en plus, en fait, finalement d'ajouter quelque chose au template. Alors là, l'idée, c'était d'avoir un template qui soit utile à la majorité des freelances dans le cadre de je travaille avec un client en direct. Si par exemple, j'ai un client qui a son backlog de son côté auquel je suis intégré, bah, en fait, le lien de ce backlog, je vais l'intégrer dans une des fiches qu'il y a dans ce suivi. Donc, Ok, ouais. imaginons soit un backlog, soit un client qui me connecte à son Git ou à son outil interne, etc. Bah, je vais quand même avoir un minimum de fiches parce que je veux pouvoir mettre les contrats et tout ça, les rappels de facture, ce genre de choses. Et en fait, je vais simplement stocker le lien de mon client dans cette fiche. Mais je partagerai toujours un lien de suivi. Ouais, super cool, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arriver au bout et puis on arrive sur la fin de ce webinaire. Donc, c'est l'occasion de vous remercier d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir été avec moi pendant cette heure. Pour les personnes qui étaient inscrites au webinaire, vous aurez un mail avec le lien du replay. Et puis pour toutes les autres, le replay sera de toute façon disponible sur la chaîne YouTube Better et envoyé à ceux qui reçoivent la newsletter. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à faire remonter les sujets que vous aimeriez bien voir traités sur des futurs webinaires. C'est toujours mon LinkedIn est dispo, il y a LinkedIn, il y a le Discord,
Il y a le Slack en fonction des communautés, etc. Il y a plein de manières de faire remonter ça. N'hésitez pas à m'indiquer les sujets que vous aimeriez voir traités. Et puis, si c'est en lien avec ce que je propose, ça sera avec plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine sur le prochain webinaire Better. Merci beaucoup.